On démarre, ça sera une présentation de Émeric de Dieu le veut sur le Decentralized Learning Despite Some Bad Guys, en français a priori, sauf si... Anyone prefers in English? I'm happy to do both, right? Je pense que if I see one hand in the room, I switch to English, I stay in English, otherwise I switch to French. Last tense? Okay, perfect. So then we do it in French. D'abord, merci François pour l'introduction. Bonjour à tous, je suis ravi d'avoir l'occasion de présenter quelques-uns de nos travaux. Je vais juste lancer un petit chrono pour essayer de tenir une forme de timing. Je vais vous parler, en effet, le titre de la présentation, je vais vous parler de d'apprentissage décentralisé, dans la présence d'adversaires. C'est donc un talk qui est complètement à l'interface entre les deux salles. On aurait pu le faire au niveau du café, en fait, puisque c'est autant quelque chose qui a trait à la confiance que quelque chose qui a trait à la frugalité. L'apprentissage décentralisé a plusieurs motivations, donc je vais rentrer directement dans le sujet. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage décentralisé? Je pense que pour de nombreux d'entre vous, c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler ou même qui est clair. On va chercher à apprendre un modèle de machine learning, typiquement, à l'échelle d'un graphe d'agents. Alors, il y a plein de motivations pour ça. La première motivation, c'est simplement que, on voudrait que les données des agents ne quittent pas le lieu sur lequel elles ont été obtenues, stockées, ou pour des raisons de vie privée, ne quitte pas l'agent lui-même. Et on va supposer que chaque agent, du coup, ne communique qu'avec ses voisins dans un graphe d'agents. Donc ça, c'est le setup de base. Alors, à quoi ça sert? Ça a plusieurs avantages. D'abord, d'un point de vue de propriété des données, c'est évident. Ensuite, il n'y a pas de nœud central auquel on a à faire confiance. On a vu dans les 3 derniers mois que les nœuds centraux auxquels on peut avoir tendance à faire confiance ne sont pas toujours dignes d'une confiance irrémédiable, on va dire. Et ensuite, pour un certain nombre de sujets d'asynchronie, par exemple, et de passage à l'échelle, on est très content d'avoir un système plutôt décentralisé qu'un système centralisé, puisque si on a un système centralisé, on peut avoir des nœuds, des bottlenecks sur ce serveur central. Et on a aussi, il a été établi donc, au cours des dernières années, c'est par exemple, il y a un papier de Edwige Siffer, Aurélien Bellé, qui montre qu'en fait, on peut avoir des meilleures garanties en termes de vie privée si on se place dans le cadre décentralisé plutôt que dans le cadre centralisé. Autrement dit, en fait, tout simplement, si je ne parle que à François, évidemment, la perte de vie privée que j'ai vis-à-vis de la personne qui est tout en haut de la salle sera moindre que si je parle directement à un serveur central qui lui-même reparle à tout le monde. Donc ça, c'est ce qui motive le cadre décentralisé, et tout ça, c'est l'objet du PEPR qui s'appelle REDEEM. Alors, on est assez nombreux, il y a 6 équipes au total qui sont directement impliquées, avec un certain nombre de personnes par équipe. Il y a Cédric qui est là au moins aujourd'hui, Cédric Guipaillet du CEA, qui est là. Il y a d'autres personnes peut-être qui sont là, j'ai pas vu tout le monde encore, de ce PEPR. On a un site web qui est référencé en bas de la slide, et si vous n'avez pas le temps de recopier le nom du site web, il y a aussi un petit QR code qui sera là sur à peu près toutes les slides, et si vous scannez le QR code, vous tombez sur le site du PEPR, et donc vous verrez un petit peu tout ce qu'on fait sur ce sujet de l'apprentissage décentralisé. Voilà, ça c'est l'introduction très générale à l'apprentissage décentralisé. Le lien avec la frugalité, on va dire qu'il est on ne cherche pas directement à faire des modèles plus petits, plus frugaux, mais on a des gains sur des sujets qui sont reliés à ce qu'on peut souhaiter en frugalité. En particulier, par exemple, en termes d'utilisation de l'énergie, bien évidemment, si on entraîne de façon complètement décentralisée, on n'a pas du tout les mêmes enjeux que si on entraîne sur un centre de données gigantesque. Si on entraîne sur tous nos téléphones portables, c'est évidemment très différent en termes d'utilisation d'énergie. Et par exemple, en termes on pourrait imaginer même des choses décentralisées qui permettent une meilleure récupération de la chaleur plutôt que d'entraîner uniquement sur un énorme serveur central. Voilà. En termes de confiance, c'est l'enjeu de mon talk aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Le premier problème qu'on a en décentralisé, c'est on contrôle beaucoup moins l'ensemble des agents. C'est-à-dire que si j'ai un serveur central, je vois tout le monde, et il va falloir que ce serveur central réfléchisse beaucoup. Et je vais vous parler un peu de ce qui se passe avec un serveur central dans un premier temps. On va voir comment on peut faire face à des adversaires dans le système d'apprentissage. Dans un système décentralisé, n'importe quel agent pourrait être un adversaire, et à ce moment-là, il faut qu'on prenne ça en compte. Et on va parler d'un type d'adversaires qui sont particulièrement puissants. C'est des adversaires qu'on appelle qualifiés de byzantins, c'est un terme qui date d'il y a plus de 30 ans. Et en fait, ces adversaires, bien sûr, cherchent à empêcher le processus d'apprentissage, c'est la base, c'est des adversaires. Et ensuite, ils sont omniscients, c'est-à-dire qu'ils connaissent absolument tout sur tout le monde. Donc c'est une hypothèse un peu de pire cas. On suppose que les adversaires, non seulement ont accès à vos données, pour pouvoir s'adapter, pour trouver le meilleur moyen de détruire le processus.
Donc ça, ils sont libres de communiquer une valeur différente à chacun, c'est-à-dire que cet adversaire-là va pouvoir communiquer un message différent à chacun de ses 3 voisins. Et la seule chose qu'on va supposer, c'est qu'ils ne sont pas omnipotents. Parce que s'ils sont à la fois omniscients et omnipotents, ben, en gros, ça veut dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. Donc évidemment, on ne peut pas aller jusque-là. Donc ils n'ont pas le droit de modifier ce que chacun d'entre nous on va faire. Ils ne peuvent pas hacker notre programme, et ils ne peuvent pas modifier à qui ils parlent non plus. Donc ça, c'est une hypothèse plus forte. Parce que la meilleure façon, évidemment, de gagner de l'influence si je suis un adversaire, c'est d'essayer de parler à un maximum de personnes. Par exemple, si j'étais l'adversaire dans la salle, ben, je serais exactement à la bonne position, parce que je suis en train de vous parler à vous tous en même temps, et donc je diffuserai un maximum de fausses informations. Là, nous, on va se concentrer sur le cadre où on considère que la topologie du graphe, elle est fixée, et il y a quelqu'un qui va un peu la surveiller. Ça, c'est une hypothèse dont on pourrait rediscuter, évidemment. Alors, qui est familier avec l'apprentissage byzantin, de nouveau, avec un peu show of hands? Levez la main, tous ceux qui ont déjà entendu parler d'apprentissage byzantin. Je ne vraiment pas beaucoup de mains, levez-les haut. Je ne peux pas croire qu'il y ait vraiment que 2 personnes. Ok, bon, très bien. J'en ai quelques-unes de plus de ce que ça. Ok, je vais vous faire un tout petit récapitulatif de ce qui s'est fait en apprentissage byzantin. Donc, c'est un sujet qui est pas du tout nouveau. Et en général, la première chose qu'on va essayer de savoir faire avec des adversaires dans la salle, c'est de calculer une moyenne. Alors pourquoi calculer une moyenne? Donc on peut le faire en décentralisé, on va le faire juste après en fédéré. Donc on va supposer que chacun des agents, donc chaque petite sphère ici, c'est un de mes agents, chacun d'entre nous détient une valeur. Donc je vais noter cette valeur xi, ok, i va toujours de 1 à n, et cette valeur, elle est dans Rd. Et dans les représentations que je vais faire, je vais prendre d qui est 2, c'est-à-dire que ici, ben, chaque valeur, vous voyez, c'est un petit vecteur, et ce vecteur, c'est un vecteur de R2. Et la chose la plus simple que je puisse souhaiter faire, c'est calculer une moyenne. Alors pourquoi calculer une moyenne? Donc évidemment, ce que je veux, c'est calculer la moyenne sur l'ensemble des nœuds honnêtes, que je note h calligraphique, pardon, des valeurs xi. Pourquoi est-ce que ça, c'est un truc raisonnable à faire? Eh bien, le truc qui est raisonnable à faire, d'abord parce que quand on fait de l'apprentissage ensuite de façon itérative, eh bien, calculer des moyennes, c'est ce qui va nous être le plus utile. C'est-à-dire qu'imaginons que chacun d'entre nous ait une perte, dispose d'une perte, qui est la perte d'un modèle sur mes données. Et bien évidemment, si je veux faire une méthode de descente de gradient, j'ai besoin de faire la moyenne de tous nos gradients. Donc, globalement, calculer des moyennes, c'est la primitive de base, la plus essentielle en apprentissage fédéré ou en apprentissage décentralisé en particulier. Donc, calculer une moyenne avec une partie des agents qui sont adversariaux, eh ben, c'est quelque chose qui va nous intéresser beaucoup. Donc voilà, ça sera utilisé comme une primitive dans n'importe quel algo type de descente de gradient. Et on va commencer d'abord par regarder le cas fédéré, qui a été quelque chose qui a été très regardé depuis plus de 10 ans, en particulier avec des travaux d'une équipe à l'EPFL qui a beaucoup influencé ce sujet-là. Donc comment ça se représente? On a le serveur central cette fois-ci, hein. Je vous ai dit que moi mon but c'est de faire du décentralisé, mais je vous fais d'abord on va dire 5 à 7 petites minutes sur le cas fédéré pour bien comprendre quels sont les enjeux. Eh bien on a le serveur central qui va recevoir un ensemble de valeurs, on se demande ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Donc je reprends ça sur la slide suivante, hein. J'ai n valeurs qui sont reçues par mon serveur central et je me demande qu'est-ce que je peux faire à partir de là. Donc ces n valeurs, je peux les représenter de la façon suivante. Mon serveur central, il reçoit n vecteurs, ici 5 vecteurs. J'ai un vecteur qui est byzantin, c'est celui qui est en rouge. Évidemment, le serveur central ne sait pas quel est le vecteur byzantin. Et plutôt que de représenter des vecteurs, je vais juste représenter les valeurs qu'on reçoit. Donc c'est ça, en gros, que je reçois en tant que serveur central. 5 valeurs. Et mon but, c'est toujours d'en calculer la moyenne. Donc calculer x bar h, toujours, la moyenne des valeurs sur les nœuds honnêtes. Donc évidemment, c'est un objectif louable. Ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver un agrégateur de ces valeurs, hein, donc ag pour agrégation, de x1 jusqu'à xn. Et ce que j'aimerais, c'est que cette agrégation, elle soit la plus proche possible de x bar h. Donc a priori, jusque-là, je dis juste, mon objectif va être d'avoir que l'agrégation de x1 à xn soit proche de ma moyenne sur les nœuds honnêtes, disons en écart quadratique. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la question, c'est est-ce que je peux avoir ça de façon systématique? Par exemple, est-ce que je peux avoir que c'est 0? Évidemment pas. Puisque dès lors que j'ai un adversaire, eh bien, en fait, du point de vue du serveur central, eh bien, cette situation-là, où ce point-là est un adversaire, elle est indistinguable de la situation où, et donc la moyenne est maintenant ici, elle est indistinguable de la position où ce point en bas à droite est un adversaire, et ma moyenne est ici. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ces deux situations-là, eh bien, en fait, on ne saura jamais dans laquelle on est, donc on ne pourra absolument jamais garantir, par exemple, que l'agrégation tombe exactement sur x bar h. On n'a aucun moyen de savoir en fait qui sont les adversaires parmi les valeurs qu'on reçoit.
Par contre, ce qu'on va essayer de garantir, c'est que, quel que soit l'adversaire, et quelle que soit la valeur que nous envoie l'adversaire, eh bien, j'ai une sorte de proximité qui soit quand même satisfaite. C'est-à-dire que je ne sois pas trop loin par rapport à une certaine métrique. Et la question, c'est quelle est la métrique que je vais essayer de mettre là-dessus, c'est-à-dire à quel point j'espère être prêt. Et là-dessus, c'est là qu'il y a toute une littérature. Donc il y a des gens qui vont essayer de s'assurer qu'on soit dans l'enveloppe convexe, par exemple. C'est-à-dire que la distance entre cette agrégation et ça, ou plutôt que l'agrégation tombe dans l'enveloppe convexe des points honnêtes. Moi, je vais regarder, j'ai dit une distance quadratique, on pourrait essayer d'avoir ça qui soit petit, disons, par rapport à un truc absolu. Et un truc, enfin, ce qu'on va faire dans ce talk-là, et parce que c'est particulièrement pertinent dans l'apprentissage, c'est essayer de s'assurer que ça soit petit par rapport à la variance des nœuds honnêtes. Et je vais expliquer, c'est très intuitif pourquoi cette quantité-là va apparaître. Je vais essayer de m'assurer que je sois proche de ce point-là relativement à la dispersion de mes points honnêtes. Et donc la constante la plus importante au premier ordre, c'est ce kappa qui doit être plus petit que 1 et qui dit, eh bien, je suis à une distance quadratique de x bar h plus petite que ma variance, réduite d'un facteur kappa plus petit que 1. Alors pourquoi c'est logique de considérer en fait la variance des nœuds honnêtes? Eh bien, tout simplement parce qu'on sent bien que si mes nœuds honnêtes sont très concentrés, eh bien, ça crée quelque chose de très difficile à attaquer. Donc c'est un cas dans lequel, en tout cas, je reformule cette phrase, avoir la variance des nœuds honnêtes comme métrique de la difficulté du problème est relativement raisonnable. Si mes nœuds honnêtes sont très concentrés, eh bien, c'est particulièrement favorable parce que c'est difficile d'attaquer une telle configuration. Si je l'attaque en étant loin, je vais être détecté en tant qu'adversaire. Si je l'attaque en étant près, j'ai peu d'influence. Alors que si mes nœuds honnêtes sont très dispersés, eh bien là, mon potentiel d'attaque, il est beaucoup plus important, parce que je sois là ou là, eh bien ce sera quasiment impossible pour le serveur central de détecter quel est le nœud byzantin, donc son influence pourra être relativement plus grande. Donc, c'est le premier message, et je vais essayer pour la suite de toutes les slides, il y a une lecture, il y a 2 niveaux de lecture sur les slides, à chaque fois la première ligne correspond en gros au message à retenir à haut niveau sur ce qui se passe. Et ici, c'est simplement, eh bien, la première chose à comprendre, c'est que l'influence que les byzantins pourront avoir, elle est directement reliée à quel point les nœuds honnêtes sont homogènes. Et c'est logique, c'est-à-dire que plus mes nœuds honnêtes sont proches les uns des autres, moins les byzantins pourront avoir d'influence. Ça pourrait s'interpréter à haut niveau, dire sur un sujet sociétal, il y a de consensus, moins les byzantins peuvent avoir d'influence. C'est-à-dire que si on prend un sujet où après tout le monde est d'accord, disons en Europe, le fait que la Terre soit ronde, peut-être même à l'échelle mondiale, tout le monde est d'accord sur le fait que la Terre soit ronde, c'est beaucoup plus difficile de faire de la désinformation sur ce sujet-là que sur un sujet sur lequel la population est déjà très dispersée de base. Donc, une des références là-dessus, donc pour ce critère qu'on va appeler la bêta kappa robustness, c'est de nouveau un papier de Alois et co-auteurs qui date d'il y a quelques années, toujours de la même équipe. La question qui se pose, c'est dès lors que j'ai défini ce critère, donc ce critère d'agrégation robuste à, on va dire, un seuil kappa jusqu'à B adversaire, eh bien la question c'est est-ce que je peux toujours obtenir ça? Alors évidemment non, le jeu ça va être de trouver le lien entre kappa et B, c'est-à-dire à quel point je peux avoir un kappa petit selon le fait que B est grand vis-à-vis de N, et la première chose c'est de dire quel est le point de rupture, c'est-à-dire quel est le point où je ne peux avoir aucun kappa plus petit que 1. Donc c'est ce qu'on appelle le point de rupture ou breakdown point, et ça c'est en fait quelque chose qu'on peut facilement caractériser dans ce cas-là. En général, dans les cas byzantins, au-delà de plus de la moitié d'adversaires, on ne peut rien faire, et en particulier dans le cas du critère que je décris, on ne peut rien faire au-delà d'un tiers d'adversaires. Donc c'est aussi quelque chose que je vais détailler. Si j'ai 3 adversaires, il suffit de faire 3, on pourrait faire n'importe quel multiple de 3. Prenons une situation dans laquelle en fait, le serveur central il va recevoir 2 fois une valeur Z et 1 fois une valeur W. Eh bien, si les 2 nœuds honnêtes sur les 3 envoie la valeur Z, si je veux satisfaire ce critère, eh bien, comme la variance des nœuds honnêtes c'est 0, puisque mes nœuds honnêtes ont la même valeur, eh bien, il faut absolument que mon agrégation de Z, Z et W, elle renvoie Z. Donc dans ce cas-là, le premier cas, mes nœuds honnêtes ont tous les deux la valeur Z, leur variance c'est 0, il faut que mon agrégation soit Z. Et maintenant, si je crée la même situation, c'est-à-dire que je reçois exactement les mêmes informations Z, Z et W, mais que cette fois-ci, eh bien, en fait, le nœud byzantin, c'est le nœud qui détient la valeur Z, eh bien, comme je détiens les mêmes valeurs, il va falloir que je renvoie exactement la même valeur Z, mais par contre, cette fois-ci, eh bien, la distance entre Z, mon agrégation, et la moyenne de mes nœuds honnêtes, qui est Z plus W, eh bien, elle est égale à la variance, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir quelque chose qui soit kappa plus petit que 1. Donc, on est dans un cadre où on montre bien ici que dès lors que j'ai 3 nœuds, dont un byzantin,
et on pourrait l'étendre encore une fois à n'importe quel multiple de 3 nœuds, donc c'est beaucoup plus générique, dès lors que j'ai plus d'un tiers de byzantin, eh bien je ne peux pas obtenir ce critère pour un kappa plus petit que 1 qui soit satisfaisant. Donc ça fait le résumé de tout ce que je voulais vous raconter en gros sur le fédéré. Qu'est-ce que la littérature a obtenu sur ces 10 années de travail? Eh bien, le setup, il est clair. Notre objectif, parmi certains objectifs, ou un objectif qui marche très bien en apprentissage, c'est de comparer en fait mon écart quadratique à ma variance. J'ai un point de rupture qui a un tiers, et j'ai des algorithmes qui réussissent à avoir une garantie successful, de réussite, on va dire, pour n'importe quel nombre de byzantins qui est plus petit qu'un tiers, par exemple des algorithmes comme la médiane géométrique ou une médiane tronquée. Et donc maintenant, je vais passer à vraiment la nouveauté du travail, qui est essayer de faire ça dans le cas décentralisé. Donc j'aurais dû dire dès le début, j'ai oublié de citer les auteurs de ce travail, puisque j'en fais partie, mais avant tout, c'est le travail de Renaud Gaucher, qui est un doctorant qui travaille avec Adrien Hendrix et moi-même, qui bien sûr, au sein du PEPR, travaille sur ce sujet-là. Renaud présentait d'ailleurs un poster hier, vous avez peut-être eu la chance de le rencontrer, et évidemment je vous encourage à discuter avec lui et avec nous, on est ravis de parler de poursuite possible de ce travail. Donc dans le cas décentralisé, les choses sont un peu différentes, parce qu'il y a plein de problèmes qui sont beaucoup plus ouverts. D'abord, la notion de critère de robustesse, elle n'est pas claire. C'est pas aussi simple que ce qui était à gauche. Il va falloir définir un critère de robustesse. La notion de point de rupture, elle n'est pas claire non plus, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est comment tout ça dépend de la topologie de mon graphe. Parce que mon graphe, évidemment, j'espère que je vais faire apparaître quelque chose comme à quel point l'information se propage bien dans le graphe. Alors la première chose que je vais définir, c'est l'équivalent de mon agrégation. Je vais appeler ça un algorithme, parce qu'au lieu d'agréger toutes les valeurs en une seule, maintenant, eh bien, à l'échelle de mon graphe, je vais prendre à chaque fois les valeurs de mes voisins, et pour chacun des nœuds, eh bien, je vais renvoyer une nouvelle valeur. Donc je vais appeler xi+, en fait, à chaque fois, la valeur que j'obtiens au nœud i à partir de tous les voisins du nœud i. Donc ça, c'est vraiment le pendant de l'agrégation AG, hein, c'est l'algorithme. La seule chose, c'est que ça renvoie une valeur par nœud au lieu de renvoyer une valeur unique. Et mon nouvel objectif, maintenant, ça va être d'assurer en fait que, eh bien, de nouveau, quelque chose qui ressemble énormément, hein, c'est complètement, on va dire, analogue à ce qui est à gauche, eh bien, la moyenne sur tous les néonets des distances quadratiques à la vraie moyenne après une étape d'algorithme, eh bien, j'ai une réduction par rapport à la variance de mes néonets au départ. Donc évidemment, vous voyez bien sûr l'analogie, sauf que maintenant, on travaille sur un vecteur de valeur après l'étape d'algorithme. Et donc, ce qu'on va vous proposer, c'est deux choses. C'est une nouvelle notion de breakdown point pour ce nouveau critère et des algorithmes qui réussissent à faire ça. Donc ça, c'est le plan de jeu. Une chose qu'il faut quand même qu'on ait tous en tête, c'est pourquoi est-ce que je suis intéressé à avoir quelque chose qui dépend de mon graphe, et en particulier quel type de quantité vis-à-vis du graphe j'espère obtenir. Et donc là, pour une slide, je vais revenir au cadre où il n'y a pas de byzantin. Le cadre où il n'y a pas de byzantin, c'est ce qu'on appelle c'est l'apprentissage décentralisé. C'est un sujet pour le coup qui a un certain nombre d'années. Et ce qui est assez connu, c'est qu'on va pouvoir faire apparaître des quantités spectrales liées à des matrices, par exemple, qu'on appelle des matrices de Gossip. Et je vais juste vous introduire un exemple très simple où on comprend à peu près ce qui se passe. Je vais dire que, par exemple, pour apprendre la moyenne à l'échelle de mon graphe, eh bien, je peux faire un algo qui s'appelle un algo de Gossip, dans lequel mon vecteur de mes moyennes, donc ici j'ai un vecteur avec n valeurs, chacune en dimension d, donc c'est une matrice en fait, mais on peut penser en dimension 1 où j'ai qu'une seule valeur, hein, j'essaie de calculer, disons, l'âge moyen dans la salle en parlant uniquement à mon voisin ou à mes voisins, eh bien, je vais l'incrémenter à chaque fois à partir de ma valeur précédente, moins un certain pas, état, fois une matrice de Gossip W, fois W fois xt, avec W qui est ma matrice de Gossip, et ma matrice W, en fait, je mets simplement un coefficient moins 1 pour chacun des nœuds adjacents, donc en position ij pour i et j dans le graphe, eh bien, si j'ai une arête entre i et j, par exemple ici entre 2 et 4, je vais avoir un coefficient moins 1, et sur la diagonale, je mets le degré du nœud en question. Donc ça, c'est un truc très classique. En fait, vous pouvez voir que d'une part, cet algorithme-là, eh bien, on peut l'implémenter en ne parlant qu'à nos voisins, puisqu'en fait, cette matrice, elle a des zéros sur toutes les paires de nœuds qui ne sont pas connectés. Et d'autre part, eh bien, en fait, ça, c'est un système linéaire, évidemment. Et donc, qui dit système linéaire, qui plus est ici symétrique, dit que je vais pouvoir relier sa convergence aux valeurs propres de la matrice identité moins état fois W. Et en particulier, je vais introduire deux valeurs propres, hein, la valeur propre maximale de W et la valeur propre minimale de W. Sauf que, attention, W, en fait, ici, c'est une matrice non inversible. On voit bien d'ailleurs que W fois en fait, W, si je fais la somme de ce coefficient en ligne ou en colonne, c'est 0. Donc sa plus petite valeur propre, c'est 0. Donc ce qui va m'intéresser, ce n'est pas sa plus petite valeur propre, c'est sa seconde plus petite valeur propre. Et c'est ça que je vais noter mu2 de G,
hein. Je vais surtout faire apparaître la dépendance dans le graphe, parce qu'en fait, la matrice W, c'est juste une matrice possible, la matrice laplacienne, mais on pourrait considérer plein d'autres matrices possibles. Donc, ce qui va intéresser, c'est mu max de G et mu 2 de G, les plus grandes et secondes plus petites valeurs propres de W. Et à ce moment-là, j'ai le taux de convergence suivant. En gros, je dis que, mon vecteur ici de mes valeurs à l'itération t s'approche de mon vecteur des moyennes à une vitesse qu'on qualifie de linéaire, c'est-à-dire en fait une constante plus petite que 1 à la puissance t par rapport à la distance initiale. Et ma distance, en fait, elle va dépendre, cette contraction va dépendre du ratio typiquement entre 20. Eta va devoir être plus petit que l'inverse de mu max, et donc ça va faire apparaître ce qu'on appelle le conditionnement du graphe. Donc ça, c'est une théorie très classique, c'est très élégant. Ça a animé beaucoup de recherches, y compris dans les dernières années, entre les années 2015 et 2020, sur les accélérations de ces algorithmes de type gossip. Et ce sont des choses qui sont, on va dire, je pense, très bien comprises. Maintenant, dans le cas byzantin, j'y reviens, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va proposer une stratégie qui, en gros, s'appuie là-dessus. C'est-à-dire qu'un algo de gossip, si je le réécris par nœud, eh bien, ça revient plus ou moins à remplacer cette fonction f ici, que je vais appeler une fonction f générique d'agrégation, par une moyenne empirique sur tous mes voisins. C'est-à-dire que je crémente ma valeur courante à partir de ma valeur précédente, moins eta fois la moyenne des différences à ma valeur. Et en fait, je vais remplacer cette moyenne des différences à la valeur par ce qu'on appelle une agrégation robuste. Et par rapport aux algos fédérés qui travaillaient avant sur faire des agrégations robustes de valeurs, ce qui change ici, c'est qu'à l'échelle de mon graphe, je vais faire des agrégations robustes de différences. Et je vais devoir faire une hypothèse sur mes agrégateurs, qui est que mes agrégateurs, je vais supposer que ce sont des B-ρ robust summation rule. Et donc, en fait, pour un nombre B de byzantin et un coefficient ρ, je vais supposer que l'agrégation, c'est-à-dire la somme, en fait, c'est un sommateur ici f de mes valeurs, s'écarte de la moyenne sur les nœuds honnêtes, hein, S ici on peut penser que c'est les nœuds honnêtes, au plus d'un coefficient ρ fois B par rapport à la somme des valeurs au carré. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant. La seule chose, c'est que cette fois-ci, au lieu de comparer mon écart quadratique, mon écart quadratique à la somme par rapport à la variance, je peux la comparer par rapport au moment d'ordre 2, c'est-à-dire que c'est plus flexible. En fait. Je vais pouvoir autoriser ici des valeurs de ρ qui sont plus grandes et obtenir des garanties qui sont meilleures que si j'avais dû forcer à être petit par rapport à la variance. Et à ce moment-là, là, il y a le théorème principal qu'on vous propose, c'est de vous dire la chose suivante. Il y a deux quantités qui vont compter, qui sont les deux quantités qu'on a en tête. D'une part, B, qui est maintenant non pas le nombre de byzantins dans mon réseau, mais le nombre maximal de voisins byzantins. Donc pensez chacun autour de vous à combien vous avez de voisins qui sont des adversaires. C'est ça le B qu'on a dans le graphe. Et d'autre part, eh bien, la qualité de mon agrégateur F. Et en gros, je vais pouvoir prouver qu'on sait construire des F qui satisfont la B ρ égale 2 robustesse. Donc en gros, ici, vous pouvez penser à ρ égale 2. Et bien, dès lors que 2 fois ρ fois B, c'est-à-dire disons 4 fois B, est plus petit que ma seconde, ma valeur propre non nulle de mon graphe de communication, eh bien à ce moment-là, je peux assurer une forme de robustesse. Donc c'est ça vraiment qu'on voulait obtenir. On voulait obtenir un type de garantie de ce type-là qui disait, eh bien, je suis capable de relier, disons ici, 4 fois B, hein, pensez à ρ égale 2, toujours c'est plus simple, c'est ce qui est sur la slide suivante, 4 fois B par rapport à la seconde plus petite valeur propre de la matrice laplacienne des nœuds honnêtes, eh bien à ce moment-là, je suis capable d'avoir une robustesse à l'échelle de mon graphe et je vais être capable d'apprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'après, je vais être capable de remettre tout ça dans un algorithme itératif d'apprentissage décentralisé d'un grand modèle de réseau de neurones, par exemple. Et donc ça, c'est exactement réécrire la R robustesse, le nouveau concept de robustesse qu'on avait défini, pour une valeur. Et on voit bien faire apparaître dans cette valeur 1 moins eta mu 2. 1 moins eta mu 2, c'est la même valeur que sans adversaire. Et mu 2 est amputé d'une constante 2 fois ρ fois B. Et donc évidemment, là, l'avantage, c'est que c'est complètement générique. En fait, le message à haut niveau, c'est que mon algo robuste gossip, il transforme n'importe quelle fonction de sommation robuste en un algo robuste décentralisé. Et donc après, on sait construire un algo, justement une fonction de sommation robuste, en particulier la fonction de sommation robuste. Ce qu'on fait, c'est simplement une moyenne des valeurs qu'on reçoit, clippée à un threshold qui est dépendant de mes valeurs. En fait, je clip à la n-2b plus grande valeur. J'ai juste besoin de connaître une borne inférieure, une borne supérieure, pardon, sur le nombre possible de byzantins pour que tout ça marche. Donc ça satisfait la B ρ égale 2 robustesse, c'est-à-dire que j'ai un truc R robuste pour R plus petit que 1, dès lors que 4B est plus petit que mu 2. Et ce qu'on peut montrer, c'est que dès lors que j'ai mu et B qui sont des constantes telles que mu est plus petit que 2B, ben pour n'importe quel nombre d'honnêtes, je suis capable de construire un graphe qui a au plus B voisins byzantins par nœud,
et une valeur propre qui est au moins mu, et pour lequel aucun algo n'est robuste. Donc en gros, on est tight, j'ai un graphe adversarial qui fait la contrepartie à un facteur 2 près. Et donc là, pour conclure tout ça, des variantes de ce qu'on a fait soit améliorent sur des algos qui existaient d'un facteur, on va dire, non négligeable par rapport au conditionnement, typiquement qui tend vers 0 quand le conditionnement se dégrade, soit retrouvent ce qui existait, en particulier dans le cas où on est complètement connecté, donc le cas en gros qui revient au cas fédéré, on retombe sur ce qui existait dans les travaux précédents. Et voilà, donc ça nous permet d'utiliser ça à l'échelle d'un apprentissage de graphes générique. Je conclus, il y a, en gros, je vais mettre l'autre slide de conclusion, deux slides de conclusion, je vais commencer par celle-là qui reprend en fait tous les messages que j'avais mis en tête de slide. En gros, l'apprentissage décentralisé, c'est un moyen parmi d'autres qui est prometteur pour arriver à faire un apprentissage qui soit plus fiable et plus juste à des échelles d'enjeux sociétaux. Il peut être sensible aux adversaires. Les adversaires, un modèle très difficile d'adversaires, c'est les Byzantins. Ces Byzantins, c'est difficile d'obtenir des garanties avec eux parce qu'ils sont très puissants, ils connaissent tout, mais ça a déjà été fait en fédéré, et les types de garanties auxquelles on peut s'attendre, c'est qu'on va réussir à avoir quelque chose qui est, leur influence sera proportionnelle à la variance parmi les néonets. C'est relativement bien compris, mais il y a encore des travaux en cours là-dessus. Et dans le cas décentralisé, tout l'enjeu, c'est de faire apparaître une constante qui dépend de la topologie du graphe, et c'est en gros ce qu'on arrive à faire. Et donc pour les directions ouvertes, plein de travaux là-dessus. Venez nous parler si ça vous intéresse. Merci à tous. Merci. On peut prendre une ou deux questions, si les questions sont rapides ou longues. Après, s'il n'y a pas de questions, c'est encore plus rapide. Merci pour l'exposé. Donc pour la mise en œuvre de ta fonction f, tu dois connaître une borne sur le nombre d'adversaires de chaque nœud, et comment c'est sensible à une borne trop grande, toutes ces méthodes? C'est une excellente question, ouais, tout à fait. Donc en effet, ce que j'ai besoin de connaître, c'est une borne supérieure sur le nombre de nœuds. J'ai pas besoin de connaître exactement le nombre de voisins byzantins par nœud. Une borne supérieure, on va dire que c'est une hypothèse raisonnable d'un point de vue de est-ce que je peux espérer connaître ça. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est que si jamais j'ai trop d'adversaires dans le graphe, je ne pourrai rien faire. À quel point c'est sensible, qui est la question, qui est une excellente question, c'est évidemment plus je vais mettre la borne haute, et bien plus mon taux de convergence va se dégrader. C'est-à-dire qu'ici, quand je reviens sur mon taux de convergence, en fait, si je remplace le vrai nombre par la borne supérieure, eh ben, je vais remplacer cette borne-là par la borne supérieure sur B. C'est qu'en fait, ce taux-là, c'est un taux où B devrait être la borne sup sur le nombre que j'utilise, et qui est valide dès lors que mon nombre f de byzantins par nœud est plus petit que b. C'est comme ça qu'il faut la lire. Là, j'ai assimilé f, le nombre de byzantins par nœud, à la borne sup, mais si on fait une borne sup pessimiste, en fait, on paye au niveau de la vitesse de convergence. Je ne sais pas si ça clarifie. J'ai pas de retour visuel sur les... C'est bon, ouais, très bien. Les étudiants dans cet amphi ont la grande chance de ne pas être vus. Ouais, c'est vrai que c'est presque perturbant à quel point je vois une salle noire, quoi. Enfin... Bien, il y a une question là-bas, tout au bout, et puis ensuite on enchaîne. Bonjour, merci pour cet exposé. Les fondamentaux mathématiques, c'est pas quelque chose que je suis capable de juger ou de comprendre. Simplement, je vois un parallèle dans ces travaux avec ce qu'on pourrait trouver dans la robustesse des machines d'apprentissage. Quand vous avez 100 000 GPU, il y en a un certain pourcentage qui va créer des erreurs durant un processus d'apprentissage qui dure très longtemps. Du coup, je voudrais savoir en quoi est-ce que ce que vous présentez pourrait être appliqué à cet objectif-là, à condition potentiellement que ça ne grève pas les performances de la machine, je suppose. Là, pour le coup, il y aurait un objectif industriel beaucoup plus contraignant que quelque chose d'hypothétique du genre il y a un pirate dans la machine. Et deuxième question, étant donné ma remarque me paraît naturelle, et je suppose qu'il y a déjà des contre-mesures en place dans les entreprises impliquées dans ce grandes actions d'apprentissage, par exemple Mistral pour signaler quelqu'un de national. Est-ce que ce que vous présentez peut rejoindre des efforts susceptibles d'être déjà en place ou susceptibles d'intéresser ces industriels justement? Merci. Alors, ouais, deux questions complexes. Pour reformuler, la première question, c'est est-ce que
on peut utiliser ça pour dans le cadre des modèles, l'entraînement des très grands modèles à l'échelle de clusters de GPU décentralisés. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Alors oui, c'est le but en fait. En soi, un de nos objectifs, c'est aujourd'hui quand les plus grands modèles de texte sont entraînés à l'échelle de clusters de GPU, on entend... Alors, est-ce que ce sont des clusters de GPU qui sont sur un lieu unique ou sur plusieurs lieux? On entend de plus en plus parler de plusieurs lieux simultanés parce qu'on a des échelles qui font que le processus doit être décentralisé. Et donc, évidemment, notre objectif, c'est de modéliser ça. C'est l'objectif en général de l'apprentissage décentralisé ou fédéré selon le contexte, selon qu'on a une sorte d'agence centrale qui synchronise le processus. Et alors, les enjeux qui sont liés à ça, il y en a de plein de types, y compris des échecs des machines. Et les échecs des machines... Alors, les byzantins, c'est un modèle qui est particulièrement corsé, parce que vraiment, on a des gens qui ont beaucoup d'informations qui cherchent à influencer le processus. Je pense que c'est une modélisation qui est un peu pessimiste pour juste des échecs de machines, qu'on va plutôt catégoriser dans des délais, des asynchronies, des latences. Et ça, on sait le traiter aussi. Mais si la machine, elle n'est pas directement adversariale et vraiment, elle ne cherche pas à faire planter le truc, en général, on va pouvoir avoir des meilleures garanties que ce qu'on a là. J'ai vu le micro être repris, donc je ne sais pas s'il y a un complément. Oui, j'envisageais plutôt des erreurs de calcul qui ne sont pas détectables par un arrêt de la machine. Oui, alors on peut avoir des erreurs y compris, mais du même type, si les erreurs sont en moyenne pas complètement adversariales, ce sera moins pire que si le processus adversarial est vraiment fait pour nous faire échouer. Donc il y a des modèles intermédiaires, mais tout à fait, ça rentre dans la hiérarchie des modèles qu'on peut considérer. Et je ne sais pas si j'ai le temps pour répondre à la deuxième question, si je la prends hors ligne. Je propose qu'on la traite après. On la prend hors ligne volontiers, parce que je ne veux pas trop décaler. Merci beaucoup. Désolé, mais là, on a un peu dépassé. Donc, oui. Merci, Émeric. Et donc, on enchaîne avec le suivant. Celui-là marche mieux, mais celui à main. Bien, donc ça va être une présentation de Kevin Martin, Kevin Martin, sur le splitting. Oh là là, je te laisse le formuler. Et donc même chose, 20 minutes et. D'accord. Merci, donc bonjour, je m'appelle Kevin Martin, je suis à l'Université de Bretagne Sud. Je vais vous présenter les travaux qui ont été commencés et puis surtout donner le crédit et le mérite de ces travaux à notre doctorante Christy, que je co-encadre avec mon collègue Philippe Coussy, et Satyajit Das, qui était un ancien doctorant qui est maintenant bien installé en Inde, et donc c'est dans le cadre d'une collaboration internationale. Et je vais effectivement vous parler, alors, splitting embarrassingly parallel loops, donc je vais vous présenter un petit peu tout ça, un peu plus dans les détails. Je m'excuse, je me permets ce petit message un petit peu plus personnel pour la communauté du GDR SOC 2 que je vais accueillir lors du colloque à Lorient. La deadline pour les posters, c'est dans 2 semaines. Voilà, je referme tout de suite la parenthèse. Je pensais m'adresser honnêtement à une communauté un peu plus resserrée autour de ces architectures systèmes embarqués. Donc en fait, je vais quand même passer beaucoup plus de temps finalement sur l'introduction et vous expliquer le problème qu'on a cherché à traiter. Donc nous, on va s'intéresser au système embarqué et puis le TinyML. Alors TinyML, du coup, vous savez ce que c'est, du coup, le machine learning. Et là, on va chercher à l'embarquer dans des tout petits dispositifs. Donc nos unités de mesure à nous, c'est le milliwatt, c'est le kilo-octet. Donc on est loin des grandes fermes de calcul de GPU, etc. Donc on va chercher à embarquer du traitement, surtout pour de l'inférence, on ne parle pas d'apprentissage, surtout pour de l'inférence dans les systèmes embarqués. Donc il y a plein d'applications possibles pour le TinyML, je ne vais pas revenir dessus, surtout sur les caractéristiques, donc low power, low energy. On n'a pas beaucoup d'énergie dans ces systèmes embarqués, téléphones et compagnie. Les avantages avec la réduction des coûts et de l'autonomie sur les dispositifs. Donc il y a beaucoup de liens avec ces histoires de distribution, etc. Il y a plein de choses intéressantes à faire. Par contre, les grands défis qui nous attendent, c'est des ressources de calcul qui sont très limitées dans les systèmes embarqués. Tout ce qui est sécurité des données, ça je vais pas en parler, je ne vais pas m'en occuper aujourd'hui surtout, et surtout la complexité de la conception. Alors je vous propose de regarder un petit peu plus le problème à travers un code. Alors moi j'ai été très pragmatique,
j'ai pris un code TinyML open source qui a été développé pour un microcontrôleur de type STM32. Et puis on a épluché comme ça l'application, on a regardé noyau de calcul par noyau de calcul, et on a regardé ce qu'on est capable de faire pour accélérer en fait ces noyaux de calcul. Donc si on prend la fonction qui s'appelle fully connected, en fait si on regarde bien, il n'y a aucune dépendance de données d'une itération de la boucle à l'autre, donc on est vraiment dans le domaine spatial. Ça se formalise très bien, par exemple ce genre de choses avec les conditions de Bernstein, pour montrer que le parallélisme est existant, on peut le traiter, et c'est pour ça que les GPU se régalent aussi sur ce genre de kernel, parce que c'est vraiment du parallélisme de données, et spatialement, c'est très très facile de le distribuer. Donc ce terme de embarrassingly parallèle, en fait, ce terme-là, il fait un petit peu débat finalement dans la communauté, parce que pourquoi c'est embarrassant? En fait, on pourrait plutôt dire que c'est pleasingly parallèle. C'est très facile, en fait. Il n'y a aucun effort à faire pour le paralléliser, il est déjà exprimé, il est déjà là. Bon, finalement, la personne qui a proposé le terme se disait que ce qui est embarrassant, c'est de ne pas exploiter. C'est que finalement, sur un CPU, on va le décrire comme ça, et le CPU, il va mettre tout le monde en file indienne, et puis traiter un par un. Ce qui est du coup très très lent, et donc c'est dommage de ne pas exploiter le parallélisme présent. Donc encore une fois, voilà, que ce soit pour l'embarquer ou non, les GPU traitent ça très très bien. Donc on va se focaliser sur ces boucles-là qui n'ont pas d'itération, pas de dépendance entre les itérations. Et finalement, tous les kernels qu'on a trouvés sur cette application de TinyML ne présentent pas de dépendance. On va s'attaquer aux autres problèmes plus tard quand on a des dépendances, mais là, du coup, ça permet de poser un petit peu le problème, et donc on peut faire ça en parallèle. Alors moi, je m'intéresse depuis plusieurs années à un objet architectural qui s'appelle le CGRA. CGRA, c'est le Coarse Grained Reconfigurable Architecture. Je vous montre une image ici de sa position dans le spectre des architectures possibles. Sébastien Piment, hier, nous a déjà présenté différentes familles. Très rapidement, hein, les CPU qui sont très très flexibles, mais qui ne sont pas bons du tout d'un point de vue performance. À l'inverse, les circuits dédiés ASIC, qui eux sont les plus performants, mais qui ne sont pas du tout flexibles. Donc surtout dans le monde d'aujourd'hui, avec les modèles qui arrivent de plus en plus, il faut de la flexibilité sur l'architecture. Les premiers TPU de Google sont déjà obsolètes pour les derniers modèles. Et donc ce CGRA, en fait, il va présenter un excellent compromis au niveau de l'efficacité énergétique. Et donc c'est un bon compromis performance, flexibilité. Donc on s'intéresse à ça. Peut-être que dans la littérature, vous avez entendu beaucoup d'autres termes qui sont du genre Reconfigurable Data Flow, Accelerator. Et nous, on va s'intéresser à ces architectures-là. C'est un ensemble de processing elements qui sont fortement couplés. Donc l'autre terme qui émerge dans la littérature, c'est TCPA, donc Tightly Coupled Processor Array. Alors pour faire simple, vous pouvez voir le petit PI là comme un processeur. C'est un mini CPU. Très très simple. Un seul cycle, pas de pipeline. C'est le plus simple des CPU, mais il a quand même un jeu d'instructions, donc on est quand même capable de le programmer. Et ce mini CPU est capable de communiquer avec son voisin direct. Donc les particularités qu'on propose chez nous, c'est le côté mesh torus. Donc en fait, on peut vraiment communiquer sur les bords. Et on va s'intéresser au calcul. En fait, on peut partager le PI au niveau spatial et temporel. Donc si vous regardez les architectures, puis toutes les boîtes qui sortent aujourd'hui sur les accélérateurs pour l'IA, en fait, c'est peu ou prou organisé autour de ce même genre de choses. Je pense à Samba Nova, par exemple, qui fait exactement ça, sauf qu'on est plus dans le domaine spatial, et donc là, on s'étale sur des milliers et des milliers de PI. Nous, on reste dans le domaine embarqué. Typiquement, voilà, un 4x4, ça va nous suffire. Donc cet objet-là, il existe depuis de nombreuses années, donc initialement pour accélérer les traitements d'images embarquées, vidéos, etc. Et
l'inconvénient, pourquoi on n'a pas tant que ça et pourquoi c'est pas trop répandu, c'est que c'est quand même assez difficile à programmer. Il y a un problème de mapping qui consiste à assigner les opérations de l'application au processeur, au mini CPU en question, et faire en sorte que tout ça, ça puisse communiquer comme il faut. Et donc, ce problème de mapping, c'est un problème qui a été montré NP complet. On pourrait même mettre un S à problems, parce que voilà, il y a plusieurs problèmes NP complets qu'on accumule, et donc forcément, qui dit NP complet dit problème de scalabilité, et puis les algorithmes, etc. Enfin, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. On a des solutions qui existent, qui marchent bien, et en fait, on va prendre ce kernel TinyML, et puis on va essayer de le jeter sur l'architecture. Alors, je pensais qu'il y avait des animations, du coup, a priori. On va essayer de dérouler ça tranquillement. Une technique très très classique dans l'état de l'art, c'est ce qu'on appelle le modulo scheduling. Donc on a une boucle, et en fait la boucle, on va pouvoir initier les itérations à intervalles réguliers. Cet intervalle-là, on appelle ça le II, Initiation Interval. Et donc tous les II, on va lancer une nouvelle itération. Donc ça permet d'accélérer les boucles. Donc ça, c'est du classique pour les CPU aussi. Donc si on prend notre boucle ici, un petit exemple, vous voyez, une représentation sous forme de graphe du DFG, Data Flow Graph. On va le projeter sur notre grille de mini CPU. Et puis vous avez la solution que vous voyez à l'écran avec un modulo schedule. Ici, on a une latence de 3, un II de 1, donc ça veut dire que tous les cycles, on est capable de lancer une nouvelle itération. Donc cette boucle-là, du coup, elle va être décomposée en 3 grandes étapes, ce qu'on appelle le prologue. Donc au début, on prépare les choses. Ensuite, on rentre dans le modulo scheduling en lui-même, où là, on enchaîne tous les cycles, les opérations. Et puis à la fin, l'épilogue. Donc de façon un petit peu naïve, j'ai envie de dire, voilà, le modulo scheduling, ici on a un petit exemple pour 8 itérations, ça se fait en 10 cycles, alors que sans modulo scheduling, on exécute ça en 24 cycles. Et on n'utilise que 50% des ressources. Donc pour augmenter le parallélisme, la technique très très classique aussi qui a été proposée, c'est de faire du déroulage. On déroule la boucle, on s'étale, et on accroît en fait le parallélisme plutôt d'instruction en faisant du déroulage. Donc ça rajoute des opérations, mais ça marche très bien, c'est du classique. Alors ici, vous voyez que finalement, on a une plus grande latence. On a perdu un cycle sur le II, et donc par contre, cette métrique-là, elle est vraiment très très importante. C'est ce que tout le monde recherche. Le II de 1, c'est le meilleur, on ne peut pas faire mieux. Et donc ici, sur l'exemple, pareil, on atteint une dizaine de cycles, mais bon, c'est juste pour l'exemple pédagogique, et on augmente l'utilisation des ressources. Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est plutôt d'exploiter le parallélisme de données, donc aller dans la dimension plutôt spatiale, et une technique très simple qui existe déjà pour les CPU, quand on fait un OpenMP fort, on découpe la boucle en plusieurs domaines d'itération qu'on partage sur les différents processeurs. Donc en fait, on a pris exactement la même idée dans le domaine de notre architecture. Donc on va diviser l'architecture en plus petits clusters. On divise la boucle en petits bouts indépendants, et puis chacun va s'exécuter indépendamment. Donc là, vous avez l'exemple, la première boucle qu'on va paralléliser en 2 chunks, et puis qui vont s'exécuter en parallèle sur l'architecture. Donc ici, avec cet exemple jouet, on arrive à 9 cycles, pas beaucoup mieux que les 10 cycles d'avant, vous allez me dire, mais je vais vous présenter des bien meilleurs résultats par la suite. Et on améliore l'utilisation des ressources, où on est à 75%. Donc là, sur la technique elle-même de loop splitting, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails finalement. Si vous avez compris l'enjeu, on partage et puis on parallélise et ça va plus vite. C'est le message principal. Après, on est allé un petit peu plus loin parce qu'en fait, si on fait ça de façon un petit peu naïve, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre grille de processing element, comme les processeurs sont très fortement couplés, ils vont tous à la même cadence.
à l'inverse d'un MP, d'un processeur multicœur un peu classique qu'on trouve, les processeurs sont indépendants, ils communiquent à travers la mémoire partagée, ou alors dans le cadre de MPI, c'est même par d'autres canaux. Là, ils sont vraiment côte à côte, donc ils sont tous cadencés, pareil, et l'ordonnancement des opérations doit être strictement synchronisé. Donc ça veut dire que quand un mini CPU, surtout, veut accéder à une donnée, et que la donnée n'est pas disponible, il faut attendre, et bien du coup, comme lui, il attend, il fait attendre tout le monde. Et ça, c'est un problème, ça fait plomber toutes les performances. Donc quand on s'y prend un petit peu naïvement, j'ai envie de dire, on s'y prend mal, on ne calcule pas bien notre coût, en fait, vous voyez, on fait 2 chargements de données en mémoire en même temps. Ces 2 chargements doivent accéder au même emplacement mémoire, donc ça crée un conflit, et donc ça arrête tout le monde. Et puis, comme tout est synchronisé, à chaque fois que ces 2 chargements de mémoire vont revenir sur la table, et bien du coup, ils vont encore être en conflit. Et puis, finalement, vous voyez que là, juste les cases rouges, c'est des choses où on reste bloqué. Et vous voyez que finalement, on est bloqué beaucoup trop souvent. Donc l'idée, c'est de séparer, en fait, désynchroniser ces deux clusters. Donc avec un petit système d'architecture très très simple. Donc on va pouvoir les désynchroniser, les rendre complètement indépendants. Et en faisant ce découpage-là, ça permet de rendre les 2 clusters complètement indépendants. Donc sur le premier conflit, ils vont se retrouver du coup en conflit sur la première fois. Sauf que comme il y en a un des 2 qui va avoir la donnée, va pouvoir continuer l'exécution. Et puis le coup d'après, finalement, comme le 2e cluster a été décalé d'un cycle, et bien du coup les 2 se synchronisent automatiquement. Donc ça, c'était la bonne surprise quand on a fait ces travaux-là, parce qu'on ne s'imaginait pas trop que ça allait se synchroniser tout seul. Et donc c'est gratuit. Ça vient comme ça, on a juste désynchronisé, et gratuitement, le système s'est adapté à la volée. Et donc là, vous voyez qu'on est capable de gagner beaucoup plus. Donc quelques petits résultats. Au niveau du expérimental, on a intégré notre accélérateur dans un cluster Pulp. Alors Pulp, c'est un cluster open source qui est développé par l'équipe de Luca Bellini. Donc on a besoin d'un processeur hôte qui va manager tout ça, qui va s'occuper de configurer l'accélérateur et puis de décharger les calculs. On a considéré donc notre CGRA, soit on le fait en 4x4, soit on fait 2 fois 4x2, ou soit on le divise en 4 avec 2x2 clusters. Pour les noyaux de calcul, je vous ai dit pour le TinyML qu'on a trouvé pour le STM32. On a utilisé des techniques de modulo scheduling qui sont très connues de l'état de l'art. Et on a comparé avec un microcontrôleur, un ESP32, qui pareil, qui marche pour le TinyML. Et on a regardé ce que ça donne avec le modulo scheduling un peu conventionnel et bien sûr les techniques classiques du unrolling. Donc quelques résultats là sur les noyaux de calcul qu'on va voir. Alors là j'ai mis with conditionals, donc en fait quand on a des branchements à l'intérieur du cœur de la boucle, des if-else, le modulo scheduling ne peut pas s'appliquer aussi simplement. Il y a d'autres techniques de l'état de l'art, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc on n'applique pas le modulo scheduling. Et donc vous voyez sur des noyaux comme les ReLU, les Leaky ReLU, en fait, si on divise et on partage le travail, on a des gains de l'ordre de 5 fois sur les temps d'exécution. Si on regarde maintenant sur les kernels qui n'ont pas de conditions, donc là on peut appliquer le modulo scheduling, donc là ça va beaucoup plus vite. Donc on a des speed-up très très intéressants. Alors vous voyez sur la partie loop, je ne suis pas rentré dans les détails, les boucles on peut les gérer en logiciel, c'est-à-dire les instructions telles qu'elles sont faites par les CPU, et surtout ce qui marche très bien dans l'embarqué, c'est des boucles matérielles, donc on a du matériel dédié qui s'occupe de gérer les boucles.
Parce que faire une boucle, c'est un petit peu lourd, il faut faire un incrément, il faut comparer, et puis en fonction d'eux, etc. Et donc ça c'est très très chronophage. Donc on a des résultats qui sont plutôt intéressants au niveau des données de calcul un petit peu classiques, comme la multiplication de matrices vecteurs, etc. Donc ce qui nous intéresse dans l'embarqué, c'est l'énergie. Donc on a mesuré l'énergie entre le SP et puis ce qu'on pourrait espérer dans notre cas. Et donc, bon, comme l'énergie, c'est la puissance fois le temps, on va plus vite, on consomme moins, et donc on a des gains de l'ordre de 10, avec ou sans conditionnel, où là, comme on accélère beaucoup plus, on a des gains beaucoup plus intéressants pour les systèmes embarqués. Une des métriques aussi qu'on peut regarder, c'est l'utilisation des ressources, puisqu'on a plein de ressources en parallèle. Bon, bah, plus on utilise les ressources, a priori, plus on accélère, et donc on observe bien aussi ces résultats-là pour les kernels considérés. Donc ça, je conclus, tout simplement, avec cette idée assez simple, finalement, dans le concept. Hein. On a une boucle, pas de dépendance entre les itérations, donc ça veut dire qu'on peut faire tout en parallèle dans le domaine spatial, et donc ça nous permet de mieux exploiter les ressources. On a des facteurs d'accélération assez intéressants sur des kernels très très simples. Alors c'est vrai que je n'ai pas trop insisté dessus, sur le fait que les opérations en elles-mêmes sont très très simples. Une convolution, etc., c'est juste un bac multiplié, additionné. C'est très très facile à le faire d'un point de vue calcul. Par contre, ce qui rend compliqué, c'est sur l'ensemble des données. Donc le problème n'est pas sur le calcul, le problème est sur les données et l'acheminement des données. Donc une méthode très simple, qui marche très bien, mais qui est quand même très limitée à justement juste ces parallèles loops qui sont dites embarrassingly ou pleasantly, selon le terme qu'on préfère utiliser. Un petit mot, juste 2 secondes. On recrute, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe en Bretagne. On recrute à tous les niveaux, on pourra en parler un petit peu plus tard si vous voulez. Et je vous remercie. Bien. Des questions? Alberto. Merci Kevin pour la présentation. Moi j'avais une question liée à la sparsité. Si tu as une matrice qui est sparse, et par exemple tu le fais avec les pruning, donc tu as différents éléments à zéro, comment est-ce que ton algo pour mapper en fait peut être optimisé par rapport à ça? Parce que tu n'as pas besoin de faire l'opération si les poids étaient mis à zéro. Oui, très bonne question Alberto. C'est à venir, j'espère. Aujourd'hui on a été très très systématique. On a pris le truc, il faut faire les calculs, on fait les calculs. Maintenant, la prochaine étape, effectivement, c'est de ne pas faire les calculs qui sont inutiles. Ça, c'est une excellente piste que j'aimerais bien explorer. Merci beaucoup. J'ai l'impression que l'exemple que tu as montré, slide 15 ou par là, il n'y avait pas vraiment besoin de support matériel. Tu aurais pu aussi faire un schedule qui décalait, enfin le compilateur aurait pu décaler les 2 exécutions des 2 moitiés. Donc, ok, tu veux pas revenir sur le transparent 15? Ou je ne sais plus lequel c'était. Numéro 15. Je crois que c'était là, voilà. Donc là, en fait, tu aurais... Celui-là on aurait pu imaginer que j'ai l'impression que tu ajoutes un support matériel pour désynchroniser tes deux partitions de ton CGRA. Ou bien... Oui, si, voilà. oui. Donc sur le transparent 15, en fait, il aurait suffi, c'est un peu naïf de dire ça, mais que la moitié du bas du graphe du bas soit décalée d'un cran dès le départ. Donc en termes d'ordonnancement, on aurait pu le faire sans support matériel sur cet exemple-là.
Non? Oui, effectivement. Et donc la question est donc ça c'est un exemple pédagogique. Est-ce que tu peux justifier un peu le besoin du support matériel? Quand est-ce que tu as vraiment besoin de ce support matériel de désynchronisation qui est dynamique en fait? Enfin, si tu ajoutes quelque chose de dynamique à un ordonnancement et un placement qui était statique en fait. Ouais, alors il faudrait revoir comment ça reconsidère le problème de mapping. Là, comme ça, je sais pas. L'idée, c'était vraiment de se dire, on a un petit truc à faire, on résout le problème simple. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop insisté dessus, c'est le problème de mapping derrière. En fait, je pense que ça va complexiter le problème de mapping qui est NP complet, et donc je suis pas sûr que ça marche aussi bien que ça. D'accord, je reposerai la question. Mais je vois ce que tu veux dire. Hein, ça peut être intéressant de le reformuler. Je vois des discussions en perspective pendant la pause. Bien, merci. Je pense qu'il faut qu'on enchaîne. Donc, s'il y a d'autres questions, même chose pendant la pause. Et donc là, on a quelqu'un qui a eu une contrainte et qui n'a pas pu venir en présentiel. Et à titre dérogatoire et exceptionnel, on fait une visio. Et donc ça va parfaitement marcher, forcément. C'est bien ça, oui. Oui. Bonjour Anka, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Eh bien oui, a priori, ça a l'air de très bien marcher. Donc on met en plein écran encore, si on sait faire. On ne peut pas avoir plus grand. Bon, c'est pas grave, on vivra avec. Eh bien, la parole est à toi, Anka, 20 minutes. Tu peux y aller. Ah, nous, on n'entend rien là. Est-ce que tu nous entends? Oui. Quand vous parlez dans le microphone, il y a quand même beaucoup d'écho, mais j'entends. On va couper les micros. Ok, on coupe les micros et tu peux parler. Non? Non, je crois qu'il faut garder le micro, mais ça va bien se passer. On va voir pendant la question, peut-être que je vais avoir besoin d'aide, mais sinon, ça va bien se passer. On est en train de régler le volume de son et ça devrait être bon. Vas-y, continue à parler sans t'arrêter. Bonjour, raconte-nous une poésie. Bonjour. Alors, tu dis bonjour pendant 1 minute, sur 10 tons différents. Vous m'entendez? C'est un exercice, hein? Ça marche bien? Bien connu. C'est dur. Vas-y, continue. C'est bon? Parle un petit peu. Ah oui, c'est bon. Je vous entends beaucoup mieux maintenant. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? C'est un peu fort de notre côté, mais je pense qu'on va savoir régler en régie. Est-ce que ça marche? Je continue de parler. Bonjour. Voilà, c'est bien. C'est bien? Donc, continue de parler. Voilà, on continue de parler. On ne démarre pas encore la présentation, si j'ai bien compris. Non, j'ai pas encore appuyé sur le chronomètre. Est-ce que ça continue à marcher? On y va comme ça. Allez, vas-y. Parce que on y va comme ça. Merci. Parfait. Je vous remercie. Donc bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'occasion de présenter en ligne.
et désolée de ne pas pouvoir être avec vous dans la salle. Donc, je suis Anka Molnoche et je vais vous présenter nos travaux sur l'apprentissage incrémental pour des réseaux purement binaires, travaux faits au CEA avec quelques collègues que voilà, vous avez les noms. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de trois, on va dire, en trois parties. La première, c'est la motivation de ce travail. Pourquoi les réseaux binaires et pourquoi l'apprentissage incrémental. La deuxième partie va être sur notre façon de construire des réseaux binaires et quelle méthode d'incrémental on a pris, enfin comment on a fait en termes de méthode. Et après, je vais vous présenter les résultats et sur plusieurs datasets et les conclusions. Donc tout va bien, le son va bien. Il est fort mais continu. Ok. Donc du coup, la motivation, nos travaux s'inscrivent sur des activités sur le Smart Sensor, donc où on veut embarquer de l'intelligence artificielle, dans notre cas de plus en plus proche de sensors, pour des raisons d'efficacité énergétique, des réductions de bandes passantes, des latences, donc des réponses en temps réel. Et donc, en faisant ça, il y a plusieurs provocations. Donc, la première, en fait, on parle de Tiny AI, de modèles d'intelligence artificielle très petites. Donc, du coup, on va devoir se limiter à quelques mégabits de mémoire et on va devoir consommer très peu en puissance. Donc, nous, on se met comme cible quelques milliwatts en puissance. Et du coup, ça va, on va dire, avoir beaucoup d'impact sur quel type de modèle on peut choisir. Vous allez le voir par la suite. Donc ça, c'est de côté, on va dire calcul, mais également dans l'environnement, on veut s'inscrire dans environnement, on va dire dynamique, où on peut avoir un apprentissage initial sur des données peut-être dans le labo ou des données, on va dire générales. Et après, quand ce sensor est déployé, il va pouvoir, devoir en fait faire des réentraînements ou des adaptations au son milieu particulier, à peut-être de nouveaux concepts qui arrivent. Donc de temps en temps, on va devoir réentraîner le réseau sans perdre ce qu'on a déjà appris. Et donc, par exemple, vous pouvez penser aux montres connectées qui sont entraînées en général pour des personnes en général, mais au fur et à mesure que quelqu'un l'utilise, elle peut être adaptée pour cette personne et les particularités et les mesures des capteurs biologiques de cette personne et pour pouvoir faire des prédictions, on va dire, correctes. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est détecter des changements et adapter et accumuler la connaissance. Et du coup, la question, on va dire, générale, c'est comment apprendre d'une façon incrémentale dans un environnement qui est très contraint en ressources. Parce que l'environnement est contraint en ressources, nous, on se focalise sur les réseaux binaires, qui est une solution qui est assez intéressante dans l'intelligence artificielle embarquée, mais aussi en général dans tout ce que c'est technologie émergente, parce que les technologies émergentes, il peut avoir peut-être pas beaucoup de niveaux pour représenter le nombre, où il peut avoir des contraintes matériels qui font que si on va dire le plus petit, ça peut marcher mieux. Donc, si on regarde le domaine un peu général de design de réseau neurones compacts, on a plusieurs méthodes. On va dire, on peut pruner le réseau, on peut faire du conception très efficace des couches de réseau neurones. Nous, on ne traite pas pour l'instant toutes ces dimensions. On s'arrête sur la dimension de quantisation, où en fait on représente tout le nombre sur un seul bit, comme +1 et -1 dans notre cas. Et du coup, les réseaux en inférence, ça va être, on va dire, assez simple à implémenter. Donc, si on prend une petite image à l'intérieur d'un réseau neurone, on a les activations et leur sortie, les poids, ils sont +1 et -1. Et du coup, quand on implémente ça, ça se fait vraiment très, très efficace avec des portes logiques et des
counters qui comptent le nombre, le signaux. Donc ça, c'est une inférence qui est un grand avantage pour l'efficacité énergétique. Par contre, un entraînement, ben, il faut faire un entraînement qui est qui prend en compte cette quantisation forte. Une boucle, on va dire classique de quantization aware training, c'est où le forward pass se fait sur le réseau qui est quantifié, donc dans notre cas binaire, mais le backward pass, enfin le calcul des gradients, c'est fait sur des valeurs latentes. Pour pouvoir faire les bons updates. Et ici, bah, la tour nous aide parce que il y a les gradients qui vont bien pour la fonction de signe. Et à la fin de ce point, en fait, on prend que leur signe pour le on va dire, mettre dans la réseau binaire. Enfin, comme on a dit, enfin, c'est des réseaux assez simples et un arithmétique simple, donc ça fait que le calcul est efficace et on se met une contrainte, on va dire, assez forte parce qu'on voudrait que ces réseaux soient complètement binaires. On va voir que dans la littérature, il y a beaucoup de gens qui parlent des réseaux binaires, mais la couche d'entrée ou plusieurs couches d'entrée et la couche de sortie, ça reste dans une représentation flottante parce que en fait, c'est assez difficile de le faire converger ce type de réseau. Et du coup, le design de réseau binaire est un processus assez, on va dire, sensible, parce qu'on peut avoir un baisse en performance par rapport au réseau pas binaire, difficulté de converger, et bien sûr, on n'utilise que deux valeurs pour le poids à l'intérieur, donc on peut avoir un manque d'expressivité. Donc, entraîner ces réseaux juste par défaut, c'est difficile, et en fait, de plus, entraîner ce type de réseau plusieurs fois, parce qu'on veut faire l'incrémental, c'est même plus difficile. Donc les BNN ne sont pas facilement compatibles avec l'apprentissage incrémental, mais on va voir, enfin, nous comment on approche cette problème. Donc, du coup, voilà, une petite slide sur l'apprentissage incrémental par classe. Je veux pas trop tarder. L'idée, c'est que si on fait un apprentissage, on va dire, on dit tâche par tâche. Une tâche, ça peut être plusieurs classes, par exemple. Si on fait rien, on a les données de première tâche, on fait l'entraînement, on a donné des deuxièmes tâches, on fait l'entraînement, mais on perd un peu ce qu'on a déjà entraîné. Et idéalement, bah, ça sert à qu'on perd pas, et même on accumule des connaissances d'un entraînement à l'autre. Le cas idéal est, on va dire, très difficile. Pour l'instant, la littérature n'arrive pas à faire ça, mais au moins qu'on ne perde pas trop de performance sur les tâches qu'on a vues par avant. Bien sûr, il y a de la littérature sur l'apprentissage incrémental, on va dire de la littérature un peu générale. Il y a plusieurs directions où, par exemple, le modèle, tout simplement, il est augmenté avec des autres poids pour avoir de la place pour les nouvelles tâches, les nouvelles connaissances, où les poids, ils sont régularisés en sorte que chaque entraînement essaie de modifier pas trop ce qui était modifié par avant et essaye on va dire, encoder dans le réseau les nouvelles connaissances là où le partie de réseau n'était pas trop utilisé par avant. Après, il y a aussi la méthode on va dire, de régularisation pendant l'entraînement. Il y en a plusieurs. Nous, on s'arrête sur la méthode qui s'appelle de replay, qui est finalement assez simple. On a une illustration ici. Donc, si ça, c'est les tâches qui viennent dans le temps, ça, c'est notre réseau avec une partie feature encoder, une partie classifier. Ce qu'on va faire, c'est au fur et à mesure que les tâches arrivent, on retient une partie des données, des échantillons de données de tâches précédentes. Et quand on fait l'entraînement, ben, on fait avec les nouvelles données plus ce qu'on avait dans ce buffer. Et donc, dans cette façon, le réseau, il s'entraîne avec des nouvelles données, mais aussi il voit ce qu'il a déjà vu, donc pour pas trop oublier. Et ça peut se faire avec des données, on va dire, natives en entrée, dans le cas d'une classification d'images des images, ou sur des données dans un espace latent. Donc, du coup, ce buffer, en place de contenir des images tout court, il contient des
encodage de cette image après le feature classifier. Et ça, c'est un grand avantage parce que normalement, on peut voir le feature extractor comme une espèce de réduction de dimension. Donc ici, là, les images, enfin, leur représentation est beaucoup plus petite qu'ici. Et donc, on va voir dans nos résultats qu'il y a quand même des assez grandes différences entre les deux en termes de taille donnée. Et du coup, c'est cette solution qu'on va essayer pour les réseaux binaires. Et nos contributions, enfin, c'est sur deux on va dire dimensions, deux datasets. Un premier réseau et sa évaluation sur CIFAR, et après on passe, on va dire, à l'échelle, on fait un design d'un deuxième réseau plus profonde et on teste sur un dataset qui est Core 50, qui est beaucoup plus adapté pour l'apprentissage incrémental. En fait, il est proposé par des groupes qui font l'apprentissage incrémental. Et nous, on va faire aussi un pré-entraînement semi-supervisé sur notre dataset STL10. Donc, c'est ça que vous allez voir un petit peu par la suite. Je regarde le temps. Voilà. Donc, pour le design, on prend une pattern un peu, connue, on va dire. On traite des images, voilà. Donc on prend un VGG et on suit un peu le modèle. Donc on a l'entrée, on fait toujours la data augmentation. On va voir un peu. Je vais parler plus tard de l'entrée. Donc voilà, c'est une suite de convolutions en folie binaire, suivi par un classifier. Les choses on va dire spéciales, c'est que ici quand on fait le pooling à la fin, après la réseau de convolution, on apprend le poids pour pouvoir avoir suffisamment d'expressivité. On fait pas un max pooling, on average pooling classique. Et notre particularité, c'est que dans le classifier, on a aussi une petite skip connection, et également à la fin, on va pouvoir voir aussi les valeurs de 0. Donc notre réseau a plutôt -1 et 1, et donc on duplique cette partie pour pouvoir réaliser le 0 comme ça, par somme des valeurs opposées, si jamais il y a besoin, pour augmenter la performance des réseaux à la sortie. Après, une bonne partie de ce réseau, c'est en fait l'entraînement. Et d'habitude, quand on fait des réseaux profonds, on fait la batch normalization, la normalisation par batch, dans une quantized aware training en plusieurs stages, donc en plusieurs séances, on va dire. Donc après chaque tâche, dès qu'on a des nouvelles données. Par contre, si on fait ça dans un cadre d'apprentissage incrémental, la batch norm va être en fait mal initialisée à chaque rentraînement de chaque nouvelle tâche, et du coup il y aura un biais vers des tâches d'avant. Une façon dans laquelle nous on fait ça, c'est juste on remplace le batch norm par de scaling factor, qui fait qu'en fait le calcul est plus léger, et à la fin le scaling factor est un peu spécial parce qu'on a observé que les réseaux ne convergent pas si on prend pas dans le scaling factor le nombre de classes en compte. Donc ça c'est pour un entraînement, et bien sûr tous ces facteurs de scaling ils sont enlevés à l'inférence et le réseau reste purement binaire. Et une dernière discussion sur le réseau. Donc, l'idée, c'est de passer en binaire très vite, en fait, pas avoir des couches initiales en floating point comme l'état de l'art. Et pour ça, on utilise ce qui s'appelle un thermo-encoding. Donc, on transforme les valeurs RGB dans un encodage binaire thermométrique, qui fait que on est très vite foulé en binaire, et cet encodage en fait ça se prouve qu'il est assez bien. Et si on compare tout simplement en comparaison initiale sans apprentissage incrémental, mais si on compare avec des réseaux binaires qui existent, on a une performance à l'état de l'art avec beaucoup moins de paramètres, parce qu'en fait en faisant cet encodage et tous nos scaling factors, on enlève
le besoin d'avoir des autres précisions que les précisions binaires. Donc, du coup, on a beaucoup moins de paramètres et un footprint beaucoup plus petit. Voilà. Un petit mot sur les deux méthodes de replay qu'on utilise. Donc, ce qu'on a dit, le native qui garde des échantillons des images qui étaient vues par avant dans une buffer, et le latent qui garde des échantillons des images mais encodés dans l'espace latent. Donc, si en native, par on va dire mégabit de buffer, on a moins de samples, des échantillons qu'on peut mettre. Par contre, pour chaque échantillon en natif, il y a plus d'informations par rapport qu'au latent. Le coût, on va dire, des calculs d'entraînement, il est un peu plus haut en latent. En natif, on peut faire de l'augmentation des données en incrémental parce qu'on peut augmenter sur les images. En latente, on peut pas exactement faire ça parce que c'est pas évident comment augmenter les données dans les espaces latents. Et bien sûr, quand on a les données dans l'espace latent, quand on fait de latent replay, on est un peu tributaire à comment le pre-training est fait, parce que c'est ça qui va donner notre représentation latente. Et si cette représentation n'est pas exactement bonne, ça peut impacter la performance négativement. On va passer aux expériments. Donc du coup, on a deux grands datasets, on va dire le CIFAR100 on le partage pour le pre-training, on fait 50 classes. Et après, pour la partie incrémentale, donc ce qu'on appelle deployment, on fait les autres 50 classes on va dire en tâches. Donc, on peut faire 10 tâches de 5 classes ou 25 tâches de classes et ainsi de suite. Et voilà, pour le native, on garde les images. Pour le latent, on garde des features. Juste une petite slide pour voir que ça s'entraîne bien. Et je ne veux pas trop tarder sur ce slide. On utilise un learning rate que vous voyez ici en gris qui est adaptatif, et on voit que chaque tâche, donc ici par exemple on a le tâche bleu qui arrive, ça entraîne et il converge. Quand on reprend une autre tâche des autres données, la performance des bleus il baisse un peu, mais la performance d'orange, du coup le deuxième tâche il augmente, et ainsi de suite. Et on voit ça pour latent replay et native replay. On va passer au résultat. Donc, si on fait un graphe, on va dire l'accuracy finale, la performance finale de classification versus la taille de buffer pour notre réseau de 4 mégabits. On compare, ça c'est la ligne de baseline offline training où on a tous les données. Donc là, on a tous les données, c'est bon. Et en vert, c'est le replay natif, l'intervalle des notes, en fait, l'accuracy par classe, et ça c'est l'accuracy totale. Donc le vert est natif, et l'orange est le latent. Je vais comparer ces deux courbes pour l'instant. Donc on voit que si on a des buffers qui sont pas très grands, le fait qu'il y a plus de samples dans le cas de replay latent, ça fait qu'il y a une performance qui est un peu meilleure que le natif. Après, le natif reprend parce que c'est quand même des images et il est mieux. En sachant que ici, par exemple, dans le latent, on a toutes les données dans le buffer. Il n'y a pas plus de données que ça. Et on a aussi comparé avec ce qui s'appelle ideal pre-training, donc un pré-training idéal où on a eu toutes les données. Donc c'est meilleur que ça, on va dire, on peut pas faire. On a eu toutes les données de CIFAR, pas que 50 classes, mais toutes les 5 classes, pour voir en fait quel est l'impact de ce pré-entraînement. Et on voit que en fait le replay latent, il est limité par rapport à cette pré-entraînement. Ici, il y a plus de résultats. Par exemple, on a fait des exercices, on a fait 5 tâches avec 10 classes par tâche ou 25 tâches, 2 classes par tâche. Et on voit, c'est un buffer
de 25 mégabits, donc où le latent il est un peu mieux à la fin que le natif. Je crois que ce que c'est intéressant, il y a beaucoup de courbes, on va pas trop tarder. Ce que c'est intéressant, c'est qu'en ligne continue, c'est le Binary Neural Network. En ligne discontinue comme ça, c'est le même réseau, mais avec des points floating point, donc même footprint mémoire, mais avec des points floating point. Et si on fait ça, le réseau binaire il a en performance meilleure. Bien sûr que, probablement que le réseau en floating point peut être, on peut optimiser, mais le fait qu'il n'y a pas beaucoup de poids, parce qu'on est très contraint pour le floating point, en fait que la performance elle est moins bonne. Donc ça c'est un message. Le deuxième message qui est assez intéressant, même si on augmente le nombre de pas de retraining, donc ici on a 5, ici on a 25, la perf finale où on arrive, c'est à peu près pareil, qui veut dire que on est assez content avec ce résultat parce que ça veut dire que le retraining il est assez robuste, même si on fait à la fin ce que ça compte c'est le nombre total de classes qu'on apprend et pas le nombre de pas dans laquelle le retraining est fait. Et du coup je vais passer à deuxième partie de notre réseau de nos expérimentations sans trop rentrer dans les détails. Donc, ce qu'on a fait, on prend le dataset Core 50 qui a 50 classes des objets qui sont pris dans des angles différents, avec des lumières différentes, donc sont beaucoup plus proches, on va dire, de la réalité de ce que Sifarsan. Et on fait un réseau plus profond, tout en suivant nos mêmes façons de construire des réseaux, parce que ces images sont plus larges. Donc, on fait un réseau plus profond, mais finalement avec moins des paramètres de convolution, qui est d'ailleurs même plus petit que celle d'avant. Il suit le template de ResNet. Et parce que il n'y a pas de pré-training data en Core 50, on va l'entraîner sur un autre dataset, qui est un dataset d'image générale avec beaucoup d'images, qui a d'images labellisées, mais également des images qui ne sont pas labellisées. Donc on fait un pré-entraînement de réseau semi-supervisé. Je ne vais pas avoir le temps d'expliquer les détails. Et du coup, après, on fait d'incrémental sur le Core 50. Et ça, on va comparer avec l'état de l'art. Pour l'instant, l'état de l'art qui est à peu près le mieux, c'est ici, là, le DualNet, pour Core 50, dans deux configurations. Un qui s'appelle TaskAware, TA, dans cette colonne, où, en fait, une tâche, il y a plusieurs classes dans une tâche, mais quand on fait l'incrémental, on sait de quelle tâche s'agit. Donc, parce qu'on a cette information, finalement, la performance est meilleure parce que, on va dire l'inconnu, on réduit les nombres de classes qu'on doit classifier. Et après, il y a task free, on va dire, qui est un contexte assez général où on ne sait pas de quelle tâche s'agit. Et voilà. Et on entraîne comme dans l'état de l'art, on prend 50 images par classe pour le TaskAware et 100 images par classe pour le TF. Donc ça, c'est une configuration qui était déjà proposée. On s'est mis dans la même configuration et on voit que le Native Replay dans le réseau binaire, il est vraiment pas mal. Et notre modèle, à la fin, il est beaucoup plus petit que l'état de l'art. Et du coup, voilà, c'est après, c'est on va dire la performance après avoir appris toutes les classes. Et ce qui m'amène aux conclusions. Donc, ce que on a vu aujourd'hui, c'est une façon de concevoir et d'entraîner des réseaux qui sont purement binaires pour une setting de classe incremental learning. Et on voit que si on a des petits buffers si on est très contraint en mémoire, on voit que la méthode de latent replay est meilleure que celle de native replay. On voit que pour de réseaux très petits,
réseaux binaires, ils ont le potentiel d'être mieux que le réseau en full precision, et également enfin, nos méthodes passent à l'échelle sur un dataset plus grand que CIFAR 100, et on voit qu'on n'est pas très mal par rapport à l'état LAR pour mémoire beaucoup plus petite. Ça conclut ma présentation. Merci. S'il y a des questions. Est-ce que je suis dans le temps ou pas trop? Je crois que je suis dans le temps. Un petit peu long, mais on va faire avec. Merci beaucoup. Essaye de parler à voix basse. Ok. J'aurais dû le dire depuis le début, mais oui, j'incite. Voilà. Okay. Non, mais c'est pas de ta faute. Donc il y a une question. On va prendre une question. Et ensuite, on prendra le temps de faire la dernière présentation. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ma question, c'est sur votre entraînement. Je suppose que vous passez par la variable cachée comme dans les réseaux binaires traditionnels. Je me trompe? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ma question est plutôt autour des distributions de poids, c'est-à-dire que vous faites de l'apprentissage incrémental. Et comment se comporte votre distribution de poids à travers le temps, puisque finalement vous n'êtes que binaire au moment de l'inférence. Donc la question c'est, quand on va changer ces tâches-là, même avec le buffer, comment vous évitez le problème d'avoir votre variable latente qui diverge, et donc finalement l'impossibilité de changer le signe d'un des poids vis-à-vis des nouvelles informations que vous êtes en train de récolter, et donc de perdre la capacité d'apprentissage au cours des nouvelles tâches que vous voyez. Oui, donc en fait, on a une technique de weight, de loss weighting. On a plusieurs techniques de régularisation en fait. On fait, je vais commencer par le loss weighting. Donc, on a une technique de loss weighting qui fait que les classes, les classes, ils sont, on va dire, également représentées dans le dataset de training. Donc, dans le dataset de training, on a d'habitude moins de classes de par avant, parce qu'ils sont dans le buffer, mais le réseau était déjà entraîné pour ça. Donc, on lui donne un poids plus petit et un poids plus grand, enfin à partir de l'os qui correspond aux données nouvelles. On a essayé avec plusieurs, parce qu'en fait finalement c'est un problème de unbalanced dataset. Donc on a également essayé avec un focal cross entropy pour avoir une espèce d'équilibre, et en fait avec le poids tout simplement on arrive assez bien à pas avoir les données, enfin le poids caché, pas diverger. Et après, on a aussi une régularisation sur l'espace latent qui L2 quoi, mais sur l'espace latent direct, qui fait que ça diverge pas trop. Bon, une dernière question, mais très très courte parce qu'il faut qu'on enchaîne. Je ne sais pas qui a posé la question, mais s'il a envie de discuter plus, il faut qu'il m'envoie un email et sans souci, on peut discuter sur cette issue d'entraînement. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir si vous avez quelque chose à partager concernant l'apprentissage et les algorithmes utilisés pour le processus d'apprentissage. Est-ce que c'est aussi efficace pour le edge deployment, le temps et des choses comme ça sur le processus d'apprentissage soi-même? Oui, donc. Oui, c'est ça. C'est ça, la question est finie. Donc oui, enfin, l'apprentissage, pour l'instant, nous on considère qu'on le fait dans le cloud, donc c'est un backprop classique. L'idée pour nous, c'est que l'inférence, elle est très efficace et qu'on peut rajouter des connaissances sur le même réseau. Donc c'est un backprop classique. On enlève le batch norm pour pas biaiser trop envers les tâches précédentes. Donc on le remplace avec ce facteur de scaling. Mais sinon, il y a pas une grande différence. Enfin, c'est un QAT avec plusieurs étapes. Enfin,
chaque entraînement, ça aurait fait un QAT avec une copie de poids caché, un floating point. Donc, on n'a pas adressé le problème d'entraînement sur l'edge, pas pour l'instant. Ok, merci Anka. Donc, on passe au suivant, en espérant que le débranchement soit aussi rapide que le branchement. David. Parfait. Eh bien, donc, on va avoir la présentation d'un outil par Olivier Saintiès qui s'appelle MP-Torch. Je te passe le micro et puis tu peux y aller. Merci. Oui, donc, Olivier Saintiès, je suis à l'IRISA Rennes et je vais vous présenter MP-Torch. MP, c'est pour Mixed Precision. Et donc, c'est une bibliothèque PyTorch qui permet de faire des études sur l'impact de la précision des calculs pendant l'entraînement. Alors, Anka, juste avant, a parlé de Quantization Aware Training. C'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est tout le processus d'entraînement à faible précision. Donc, avant de vous présenter pourquoi on veut faire ça, etc., juste redonner à César ce qui est à César. Donc, l'outil, c'est Sylviou Philippe qui l'a développé, principalement. Enfin, pratiquement tout. Enfin, moi, j'ai jamais écrit une ligne. Et bon, il peut pas être là pour présenter, donc je fais à sa place. Et il y a une extension sur des accélérateurs FPGA qu'a fait Sami Ben Ali. Il y aura un poster tout à l'heure, mais je reviendrai là-dessus dans la conclusion. Alors, faire l'entraînement complètement en faible précision, ça vient simplement de, évidemment, l'impact énergétique que peut avoir l'entraînement des réseaux de neurones, notamment des gros réseaux. C'est aussi quelque chose qui est très difficile, qui est donc plus difficile à étudier de par la complexité. Et le processus d'entraînement, il est effectivement beaucoup plus complexe. Enfin, il y a beaucoup plus d'opérations à faire, en tout cas, que pendant l'inférence, sauf si on fait des milliards d'inférences, comme dans les LLM maintenant, peut-être. Ça donne beaucoup de pression sur la mémoire, et c'est aussi un petit peu plus difficile à accélérer. Même si, bon, nous, on a fait réaliser un accélérateur sur FPGA pour tout ça. Et donc, un des moyens pour réduire un peu cette empreinte énergétique, c'est de travailler sur l'arithmétique, donc d'essayer de faire tous ces calculs avec le moins de précision. Alors, on ne va pas aller jusqu'au binaire, mais on va faire ce qu'on va appeler des petits flottants. Donc, on va travailler sur des tout petits flottants. Donc, ça permet d'étudier comment se comportent les algorithmes d'entraînement sur cette précision mixte, cette faible précision. Voilà, si on veut décider comment est-ce qu'on va finalement dimensionner l'accélérateur, par exemple. Et ça permet aussi de voir si un algorithme particulier d'entraînement peut être plus ou moins tolérant, on va dire, aux erreurs de calcul. Alors, un tout petit peu d'arithmétique. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que l'empreinte énergétique, mais aussi les performances, dépendent fortement de deux aspects, qui sont les formats numériques qu'on prend, en gros floating point ou fixed point, enfin, sur des entiers, et la largeur, le nombre de bits sur lequel on travaille. Donc vous avez des chiffres ici, hein, ça varie beaucoup plus que linéairement par rapport au nombre de bits. C'est l'impact énergétique, la surface sur le silicium que ça prend dans le FPGA ou sur du silicium, varie de façon plus que linéaire. Et donc ça veut dire que si on met des petits opérateurs, on va aller plus vite, on va consommer moins d'énergie, on va en mettre plus, donc on va être plus performant. Donc il y a deux façons, j'ai une présentation cet après-midi où j'irai plus dans le détail, donc là je ne vais pas aller dans tout le détail. Et en particulier, nous on s'intéresse pour l'entraînement, on s'intéresse aux petits flottants. Alors, tout le monde connaît, on déclare un float ou un double, très bien. Mais en fait, depuis l'émergence du machine learning, les GPU en particulier, mais pas que, ont vu le nombre de formats un petit peu augmenter de façon importante. Donc on a depuis quelques années déjà des flottants 16 bits sous différentes saveurs.
Et puis, plus récemment, c'est en cours de normalisation, on a des flottants 8 bits. Je réexpliquerai plus ça. Si ça vous intéresse, venez à ma présentation cet après-midi ou sur le poster de Samy. Donc, par exemple, dans une des dernières, c'est pas la toute dernière, génération de GPU, on a du FP8. Et donc, si vous regardez la ligne du bas de mon tableau, ça montre simplement ce qu'on est capable de faire en termes de peak performance. Entre du FP8 et du FP64 ou 32, vous voyez qu'il y a quand même un gain en perf qui est extrêmement important. Donc si on peut faire l'entraînement avec ces FP8, globalement, on va le faire plus rapidement. Sur un GPU, le gain énergétique n'est pas évident, mais sur des machines un peu plus spécialisées, on gagnera beaucoup en énergie. Je reviens au logiciel, donc MP-Torch pour Mixed Precision Torch, c'est donc une bibliothèque de simulation, d'émulation, de format arithmétique pendant l'entraînement. Il n'y a pas de librairie de bibliothèque existant, donc il y a des petites choses pour le quantization over training, etc. Donc il y a des choses, on peut faire des quantifications. Là j'ai pris PyTorch, mais on pourrait faire la même chose avec TensorFlow, etc. Mais pour la partie entraînement, pour l'instant il n'y a pas grand-chose, enfin il n'y a rien. Donc MP-Torch est basé, c'est complètement compatible et transparent dans PyTorch. Je vous montrerai quelques exemples de code. C'est développé en du C++, du CUDA pour accélérer un peu, enfin c'est quand même l'émulation arithmétique, elle est accélérée aussi sur un GPU. Si on fait tourner sur un GPU, on ne veut pas que ça tourne trop lentement. Et donc le poster de Samy qui sera ce midi là-bas, il a aussi fait des choses où c'est de la vraie émulation, c'est-à-dire que l'opérateur et le format qu'on design, il tourne en vrai sur le FPGA, avec des accélérations remarquables. Bravo Samy. Donc le C++, c'est pour ça, c'est soit si on veut le faire tourner sur CPU, soit si on veut le faire tourner sur FPGA en utilisant de l'HLS pour ceux qui connaissent. La partie FPGA n'est pas encore open source, mais enfin, elle le sera dès que Samy aura soutenu sa thèse et aura le temps de le faire. Voilà, donc on peut définir tout un tas de choses dans le flow d'entraînement. Et on supporte un certain nombre de formats. Donc floating point, j'en ai beaucoup parlé, mais on peut aussi supporter du fixed point, donc de l'entier, du block floating point, voire des choses un peu plus exotiques comme le logarithmique, etc., où c'est pas encore totalement finalisé. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on peut, nos travaux sont vachement focalisés là-dessus, sur la façon d'arrondir. Et donc on a différents modes d'arrondi, donc en particulier le round to nearest classique, mais aussi l'arrondi stochastique qu'on peut mieux paramétrer. Donc si je prends une boucle assez classique d'entraînement, le choix qui a été fait pour l'instant, c'est d'avoir les paramètres sont gardés en haute précision, donc un petit peu comme l'idée présentée en cas. Et par contre, on va émuler tous les calculs en faible précision, donc à la fois dans la partie forward, dans les différents backward, et éventuellement le weight update. Nous, dans notre cas, on a gardé le weight update en full précision, enfin en 32 bits. Ce qui est intéressant dans MP-Torch, c'est qu'on peut aller finement voir ce qui se passe, donc à une granularité plus fine, notamment dans tous les calculs de gem, de multiplication de matrices. On peut aller au niveau du Mac et choisir combien de bits on garde après la multiplication, quel type d'arrondi on fait ici, et comment on fait, sur combien de bits on fait l'accumulation, dans quel format, etc. Donc on peut très bien, par exemple, essayer de prototyper une multiplication flottante avec un accumulateur sur des entiers. Voilà, on peut faire un peu vraiment tout ce qui nous passe par la tête. Je montrerai cet après-midi des résultats, mais là l'idée c'était de vous montrer le logiciel. Donc bon, c'est du code, donc c'est juste pour montrer que on peut, c'est complètement, pour ceux qui connaissent un peu PyTorch. Donc là voilà les choses qu'on rajoute en plus d'un code classique PyTorch. Donc par exemple ici on va définir l'exposant et la mantis, donc 4 et 2. On va dire comment est-ce qu'on utilise des nombres sous-normaux, est-ce qu'on fait de la saturation, quel type d'arrondi on prend, etc. Donc on définit un peu tout ça, on définit des classes comme ça. Et puis ensuite, on définit ces layers avec tout ce genre de choses.
Donc ça, c'est la partie qu'on ajoute dans MPTorch, et puis ensuite, ben, après, le reste, c'est pratiquement du PyTorch natif. Hein. Donc par exemple, on peut choisir son optimiseur préféré, et puis dans l'optimiseur, on peut dire, ben, pour ce qui est de la quantification des poids, etc., quel format on va utiliser. Donc voilà, ça marche comme ça, et puis après, vous lancez votre simulation sur votre GPU préféré, etc. Et donc, en résumé, la quantification au sens large, c'est, bon, évidemment, c'est ce sur quoi je travaille, mais c'est un outil assez puissant pour la compression et l'accélération de l'exécution des modèles. Que ça soit à l'inférence, j'en ai pas parlé, mais MPTorch fait aussi, on peut faire du quantization aware training avec MPTorch, évidemment. Donc, mais là, on utilise plutôt en général, on utilise plutôt de la quantification uniforme. Et puis, dans le cas de l'entraînement, ben, pour l'instant, on a plutôt essayé de regarder les petits flottants qui se comportent mieux dans tous les essais qu'on a fait. Et donc, le Mixed Precision Floating Point a les meilleurs résultats au niveau de l'état de l'art. Donc, MPTorch, c'est une bibliothèque basée sur PyTorch pour simuler ou émuler le processus d'entraînement en faible précision. Ça tourne sur CPU, GPU, FPGA, grâce à Samy. Donc il y a des back-ends pour ça. On essaye de regarder, dans le contexte de la standardisation en cours par l'I3E des formats FP8, là, justement, on essaye de benchmarker un peu des choses autour de ça, et notamment autour d'architectures basées transformer. Donc pour si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a deux choses. Il y a un poster par Samy sur MPTorch FPGA, donc qui est la partie accélération sur FPGA. Et je ferai une présentation un peu plus longue cet après-midi sur des résultats qui utilisent MPTorch finalement pour faire les résultats. Merci. Merci Olivier. Je comprends maintenant pourquoi les gens qui sont ici font comme ça. C'est pas... wow. Je ne vois pas de bras levés. Merci. Ici. C'est bien. Je voulais savoir s'il y a des informations sur l'évaluation du temps d'apprentissage pour des différentes plateformes, par exemple, qui sont destinées avec cette framework. Est-ce qu'on a des... Oui, je peux donner des chiffres, mais Samy sera plus à l'aise pour répondre. Si la question c'est est-ce que le FPGA arrive à battre le GPU, la réponse est non, mais presque. Mais si on considère l'énergie consommée pour une tâche d'entraînement, je pense qu'on doit être pas mal. Mais on n'est pas 10 fois mieux non plus. Pourquoi aussi? Parce que sur le FPGA, on travaille des fréquences beaucoup plus petites, donc on a beau utiliser des très gros FPGA avec de la mémoire HBM, etc. Enfin, on est presque comme sur un GPU. Bon, on a quand même du mal à battre un GPU. Après, si on fait un GPU avec du FP8, alors les GPU, typiquement, ils font du FP8 pour la multiplication et du FP16 ou bifloat 16 pour les accumulations. Si on utilise ça, bon, on peut pas les battre, ça c'est évident. Si la question c'était est-ce qu'un entraînement où on émule la faible précision par rapport à un entraînement normal en 32 bits, on est moins rapide forcément parce même s'il y a eu des choses très optimisées en CUDA notamment, enfin sur GPU, pour faire les quantifications, forcément on perd un petit peu. Donc je ne savais pas si la question était pour le 1 ou pour le 2. On a une deuxième question. Merci Olivier pour la présentation. J'ai une question. Si on imagine un scénario dans lequel on pousse à la mort la quantification en apprentissage et après on fait la même chose sur le modèle d'inférence, est-ce que vous avez évalué l'impact d'un par rapport à l'autre? En sachant que d'un côté,
tu quantifies l'apprentissage pour aller plus vite et avoir un résultat du modèle d'inférence, mais n'assure pas un modèle petit. Tu peux aller vite, mais j'ai toujours un grand modèle, donc j'ai toujours après peut-être besoin de quantifier pour réduire le modèle. Donc c'est quoi l'impact sur toute la chaîne de quantifier autant en apprentissage qu'en inférence? Alors je pense que ça dépend fortement des applications, déjà. Bon, je prends deux extrêmes. Entraîner un LLM, ça coûte très cher, mais il va être inféré tellement de fois que, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse du ratio, mais c'est intéressant. Si on prend d'autres applications, plus vision, par contre, on peut peut-être avoir... l'impact reste côté entraînement, mais s'il y a des gens qui ont des avis contraires, il n'y a pas de souci. Ensuite, dans cette méthode-là, on n'a pas testé, par exemple, de faire un quantization aware training en faible précision. C'est-à-dire pour dire, on fait tout le processus d'entraînement en faible précision, mais on veut aussi que l'inférence soit faite en, je sais pas, en 8 bits entiers ou je ne sais quoi. On n'a pas testé ça, mais c'est une idée intéressante. Ouais. Très bien. Eh ben, merci Olivier. On va enchaîner sur le buffet. Merci.